Je n'avais pas prévu d'y aller ce jour-là. Je n'avais pas préparé de sac de voyage ni apporté de fleurs. Je n'avais même pas appelé pour m'annoncer. J'ai juste conduit. Pas de musique, pas de climatisation, juste le bruit de la route et une question que je ne pouvais plus ignorer. Je les avais déposés 2 nuits plus tôt parce que Sabrina avait dit qu'elle avait besoin d'une pause. Et je comprenais qu'être parent n'est pas facile, surtout quand on le fait à moitié seul, même si l'autre parent est encore techniquement là. Mais ce matin-là, je me suis réveillé avec une pression dans la poitrine. Ni vraiment de la panique, ni vraiment de la rage, juste quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai appris à ne pas ignorer ce sentiment. Quand j'ai tourné dans l'impasse et que j'ai vu leur allée à moitié pleine, je me suis garé dans la rue. Ce n'était pas par habitude. C'était de l'instinct. J'avais besoin de distance, d'un peu d'air entre leur royaume et le mien. En remontant l'allée où j'avais coulé du béton il y a 6 ans, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les nouveaux carillons suspendus au porche. Des cuivres bon marché tintant comme des cloches lors d'un simulacre de funérailles. La porte d'entrée était légèrement tremblante. C'était le premier signe. Margot ne laissait jamais la porte ouverte. Avec elle, c'était toujours une question d'apparence. Toujours parfaite, toujours verrouillée. Mais aujourd'hui, cette porte était entr'ouverte, comme si le mensonge qu'ils avaient vécu s'était enfin évaporé. Je n'ai pas frappé. Je suis entrée lentement, silencieuse. Chaque pas portait le poids de 1000 compromis. J'avais payé cette maison. Pas seulement avec de l'argent, avec du silence, avec des hochements de tête quand j'aurais dû parler, avec de la patience quand j'aurais dû éloigner Méro des années auparavant, mais je suis resté pour la famille, pour les apparences, pour Sabrina. Je suis resté parce que partir, c'était renoncer à quelque chose que j'avais juré de protéger. Mais ce serment était devenu fragile. Et puis je l'ai entendu, cette voix. Margot, sèche, inflexible. Bien faire la vaisselle. Fille inutile. Je me figeai en plein pas, le son me fracassant la poitrine comme une plaque de trône. Il n'y avait aucune douceur dans son ton. Impossible de prendre cela pour une remarque désinvolte. Ce n'était pas de la frustration. C'était du dédain. Pur et expérimenté. Puis vint le rire. Aigu, adolescent, indifférent. Alyssa et Harper, les jumelles de Clarissa, assises sur ce canapé en cuir beige que j'avais aidé à choisir. Celui que j'avais fait livrer, le même miroir fragile, était né. J'avançais, mes chaussures silencieuses sur le parquet ciré que j'avais payé pour installer. Là, dans la cuisine, se tenait ma fille de 6 ans, pieds nus, vêtue d'un tablier trop grand qui traînait sur ses flancs. Ses petites mains tremblaient tandis qu'elle serrait une éponge presque grosse comme son poing. Une montagne d'assiettes se dressait au-dessus d'elle sur le comptoir. Ses bras tendus, essayant de frotter avec un désespoir que je n'avais jamais vu que chez des adultes s'accrochant à un travail qu'ils détestaient. Elle essayait de prouver quelque chose, d'être à la hauteur, de gagner sa place. C'est alors que j'ai remarqué que ses cheveux étaient encore attachés avec la tresse que j'avais faite la veille de son départ. Personne n'avait pris la peine de la refaire, et ses lunettes, trop grandes pour son visage, glissaient tandis qu'elle se penchait en avant. Et le tabouret sur lequel elle se tenait, vacillait sous son poids à chaque fois qu'elle prenait une autre assiette. Derrière elle, Alyssa consultait son téléphone. Harper mâchait bruyamment son chewing-gum, et aucun des deux ne regardait Mera. Pas vraiment. Il la regardait à travers elle, au-delà d'elle, comme si elle était un meuble. Et le pire, c'est que Mera n'avait pas l'air contrariée. Elle avait l'air résignée. On aurait dit que ce n'était pas nouveau. Où était Sabrina? Cette question la poignardait plus profondément que toutes les autres. C'était sa famille, ses parents, ses nièces, son sang. Et Mera, notre fille, se tenait là comme une servante, comme un fardeau. Et elle était introuvable. Margot ne m'a pas remarqué au début. Elle était trop occupée à apprendre à Mera comment empiler les assiettes sans laisser de traces d'eau. Ronald est passé devant le couloir, m'a jeté un coup d'œil et a à peine salué ma présence d'un grognement. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il n'a pas semblé surpris, il a juste marmonné, elle n'est pas comme les filles de Clarissa. Pas de manière. Pas de manière, a dit Mera, merci, à la caissière de la boulangerie. Elle a murmuré, excusez-moi, en me croisant dans le couloir. Elle s'est excusée en éternuant à l'église. Je suis resté sur le seuil de la cuisine et j'ai tout observé, le carrelage écaillé que j'avais proposé de remplacer. La peinture écaillée que Sabrina affirmait ne pas avoir besoin de retouche.
La fausse coupe de fruits sur la table qui contenait plus de cadeaux que mon enfant. Et j'ai repensé à chaque paiement, chaque chèque, chaque virement, chaque week-end manqué pour payer leurs impôts fonciers, chaque hochement de tête que j'ai adressé à Sabrina quand elle m'a dit que ce n'était que temporaire, le temps qu'ils se remettent sur pied. Ils ne s'étaient pas remis sur pied. Ils ont construit un trône sur mon dos et y ont installé Clarissa. Mera n'était qu'une servante dans leur château. Margot s'est finalement retournée et m'a vu. Son expression n'a pas beaucoup changé. Une pointe de surprise vite masquée par la politesse. « Oh, Julius, on ne t'attendait pas », a-t-elle dit en lissant les plis de son chemisier comme pour atténuer ce que j'avais vu. Je n'ai pas répondu. Je me suis avancé et j'ai posé doucement une main sur l'épaule de Mira. Elle a d'abord tressailli, puis a lentement tourné la tête. Son regard a croisé le mien, écarquillé et incertain. « Papa », dit-elle doucement, d'une voix chuchotée. « Ça suffit », dis-je, juste assez fort pour que Margot l'entende, juste assez calme pour marquer le coup. Je pris l'éponge des mains de Mira, la posai dans l'évier et la soulevai. Ses petits bras s'enroulèrent autour de mon cou sans poser de questions, sans hésitation, comme si elle m'avait attendu toute la journée. Je n'élevai pas la voix. Je ne commençais pas à me disputer. Je me retournai et me dirigeai vers la porte d'entrée, ma fille dans les bras. Sans explication, sans au revoir. Je la fis glisser sur la banquette arrière, l'attacha et l'embrassai sur le front. Elle sourit, d'un sourire fatigué et soulagé. Puis je sortis mon téléphone. Je fis défiler la page jusqu'au numéro enregistré sous Michael, agent de crédit, et j'appuyai sur « Appeler ». « Michael », dis-je dès qu'il décrocha, « annule les paiements. » Avec effet immédiat. Il ne posa aucune question. Il dit simplement « Compris ». Et en m'éloignant de cette maison, celle que j'avais payée, celle qui abritait tout ce que je détestais, je réalisais quelque chose. Avec une clarté cristalline. Ils n'étaient pas seulement indignes de mon argent. Ils étaient indignes de mon enfant. Nous sommes rentrés le lendemain. Non pas par envie, ni par besoin de Mera, mais parce que Sabrina avait envoyé un texto pour dire qu'elle serait là, et Mera m'a demandé si elle pouvait voir sa mère juste un instant. Sa voix était hésitante, douce sur les bords, comme si elle en demandait trop. C'était le genre d'enfant qu'elle devenait dans cette maison. Prudente, désolée. 6 ans et déjà experte dans l'art de se rapetisser. Je nous ai conduits après le déjeuner, serrant le volant plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Mera était assise à l'arrière, fredonnant doucement quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Le genre de fredonnement qu'utilise un enfant pour combler le silence quand il sait que le cœur de ses parents est plein de pensées. Quand nous nous sommes arrêtés, elle a jeté un coup d'œil vers la maison, puis vers moi, lisant mon expression comme elle le faisait toujours. Trop perspicace, trop habituée à observer les adultes. « Papa, est-ce que je dis bonjour à tout le monde ?» demanda-t-elle. « Tu dis bonjour. À qui vous traite avec gentillesse, dis-je. » Elle hocha la tête, puis détacha sa ceinture et se glissa hors de la voiture comme si elle montait dans un petit pain. À l'intérieur, l'air sentait le cirage aux agrumes et le café brûlé. Margot était assise sur sa chaise habituelle près de la fenêtre de la cuisine, les jambes croisées, sirotant son service à thé en porcelaine préféré, celui avec son bord doré et ses petites fleurs bleues qu'elle prétendait trop délicats pour un usage quotidien. Sur le comptoir à côté d'elle se trouvaient 3 verres. 2 d'entre eux étaient hauts, clairs, luisants de condensation, remplis de jus d'orange et de feuilles de menthe, des gouttes ruisselant comme une publicité. Le 3e, plus court, plus rugueux, contenait de l'eau du robinet trouble et était ébréché sur le bord. Le genre qu'on ne donnerait pas à un invité. Le genre qu'on garde au fond du placard, au cas où. Margot ne me regarda même pas lorsqu'elle dit « Alissa, Harper, venez chercher votre jus avant qu'il ne chauffe. » Les jumelles arrivèrent en trompe du salon, cheveux brillants et l'air de tout avoir chorégraphié. Elles attrapèrent les grands verres et je me laissai retomber sur le canapé avec l'aisance de ceux qui sont nés dans l'approbation. Mera resta immobile à côté de moi, les mains jointes. Puis Margot attrapa la tasse ébréchée, la fit glisser de 5 cm vers Mera sans la regarder dans les yeux et dit « Tiens, prends-la. » Non, ma chérie, pas de chaleur, juste ça, une tasse ébréchée. Un geste déguisé en générosité. J'ai baissé les yeux vers Mera. Elle n'a pas bougé. Son regard s'est porté vers le canapé où les jumelles sirotaient leur jus et riaient d'un truc sur la tablette entre elles. Elle a regardé la tasse comme si c'était un test. Si elle la prenait, elle prouverait qu'elle n'était pas ingrate. Sinon, on l'accuserait d'avoir une attitude.
Elle a tendu les mains vers la tasse. Pose-la, ma puce, ai-je dit doucement. Mirror s'est figé, puis a obéi. Margot a haussé un sourcil, me regardant enfin. Quel est le problème maintenant, a-t-elle demandé comme si j'interrompais un moment parfaitement charmant. Le problème, ai-je dit, c'est que tu penses que ma fille mérite moins parce qu'elle ne vient pas de Clarissa. Margot a ricané. Elle vient de Sabrina, n'est-ce pas, ma fille? Je ne l'ai pas traitée différemment des jumelles avec elle. Âge. Tu veux dire comme un bruit de fond? Demandai-je d'une voix toujours calme, presque clinique. Ronald entra dans la pièce en traînant les pieds, mâchant un cure-dent comme un cigare, et marmonna, ne recommence pas, Julius. On est tous fatigués des drames. J'avais envie de rire. Moi? Le drame? J'avais fait profil bas pendant 6 ans. 6 ans à organiser des barbecues, à réparer des fuites de canalisation, à couvrir leurs factures d'électricité quand le montant de Ronald n'était pas suffisant. 6 ans à me mordre la langue chaque fois qu'il parlait des filles de Clarissa comme de notre fierté et de Mera comme de la petite de Sabrina. Pas même de notre petite fille. Juste une note de bas de page, un rappel, un coup. Mera leva de nouveau les yeux vers moi. Je m'agenouillai pour la rejoindre à sa hauteur. On ne boit pas dans des tasses qui font mal, ma puce, dis-je en désignant la fissure. Tu mérites mieux que ça. Elle cligna des yeux, d'abord confuse. Puis une compréhension tranquille s'installa dans son regard. Elle ne hocha pas la tête. Elle prit simplement mon main. Et c'est là que j'ai passé l'appel, toujours accroupi à côté de ma fille, lui tenant toujours la main. J'ai sorti mon téléphone de ma poche arrière et j'ai fait défiler l'écran jusqu'à trouver le numéro de Michael. La voix de Margot s'est durcie. Tu appelles la police maintenant, Julius? J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Non, ai-je dit. Pas eux. Michael a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur récompense. Il est temps, ai-je dit. Un silence, puis sa voix s'est affermie. Annulation des mensualités hypothécaires avec effet immédiat. Oui, fixez-le dans un jour. Tu as compris. J'ai raccroché. Margot se leva. Ronald le fixait, le cure-dent oublié. La pièce avait bougé. Les murs se rapprochaient. L'air s'était épaissi à la conscience que quelque chose de précieux venait de leur échapper. Qu'est-ce que tu veux dire par annuler? Demanda Ronald d'une voix caverneuse. Je veux dire, dis-je en me redressant de toute ma hauteur. Ta bouée de sauvetage venait de raccrocher. Les lèvres de Margot s'entr'ouvrirent comme si elle allait pleurer, mais rien ne sortit. Pas encore. Elle ne comprenait toujours pas. Pas vraiment. Pas l'ampleur. Mais elle le ferait. Clarissa et les filles viennent ce week-end, dit-elle chaque semaine, comme si c'était pertinent. Elles pourront boire dans des tasses ébréchées, dis-je. Et elles pourront m'expliquer pourquoi le plafond fuit et le chauffage s'éteint en hiver. Ronald fit un pas en avant. Nous l'avons accueilli. Nous lui avons donné un foyer. Tu lui as donné des corvées, dis-je. Tu lui as donné jugement et silence. Tu lui as laissé croire qu'elle devait gagner l'amour en étant invisible. Je me tournai vers Mera. Allons-y, en marchant en arrivant à la porte, j'ai entendu Margot dire, tu fais ça pour nous punir. Non, ai-je répondu sans me retourner. Je fais ça pour la protéger. Dehors, le soleil était différent, plus chaud, plus libre. Mera me serra la main plus fort en arrivant à la voiture. Papa, dit-elle tandis que je lui ouvrais la portière. Je n'aimais pas cette tasse. Je sais, ai-je dit. Tu n'auras plus jamais à en boire. Je l'ai attachée, puis je me suis glissé au volant et j'ai démarré. En m'éloignant de cette maison, je n'ai ressenti aucun regret, ni même de tristesse, juste la douleur d'une lucidité profonde. Ils avaient bâti leur empire sur mon dos, et je venais de m'en libérer. Le problème avec le pouvoir, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas qui le détient avant qu'il ne leur échappe. Et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Margot, Ronald, Clarissa, ils se pavanaient dans cette maison comme s'ils avaient été choisis, comme des rois, ordonnés par le droit de naissance et renforcés par la tradition. Mais la tradition. Je ne payais pas mes factures. Mon ego ne suffisait pas à payer mes hypothèques. Mon orgueil ne réglait pas les impôts fonciers. Je l'ai fait discrètement pendant 6 ans. J'étais leur bouée de sauvetage. Ils n'ont jamais reconnu la main ferme derrière leur illusion de statut.
Et maintenant, avec une décision, un appel, j'avais retiré le tribunal. Et il ne le savait même pas. Pas encore. C'est ce qui a rendu les jours qui ont suivi si étranges, car tout est resté pareil en apparence. Mira et moi avons passé le reste du week-end à mon appartement. Elle a dormi dans mon lit, blottie contre moi, et m'a posé des questions comme « Est-ce que les gens t'aiment plus si tu te tais ?» Je n'avais pas de réponse qui ne lui briserait pas le cœur. Alors je lui ai dit la vérité d'une manière qu'elle pouvait comprendre. Les bonnes personnes t'aiment, peu importe que tu parles fort ou doucement. Elle hocha la tête et s'endormit au milieu de sa phrase. Le lundi matin, j'éprouvais un étrange calme. Ni soulagement, ni joie, juste une immobilité. Je ne regrettais pas de les avoir interrompus. Pas une seconde, mais je savais ce qui allait arriver. L'effondrement ne serait pas bruyant. Non, cette famille était trop fière pour ça. L'effondrement serait silencieux, mesuré, masqué par la confusion. Il poserait d'abord des questions polies, puis la panique s'installerait, puis les reproches. Ce matin-là, Mira a demandé si elle devait retourner chez Nana. Non, j'ai dit, plus maintenant. Et quelque chose dans ses épaules s'est affaissé, comme si elle avait porté des pierres pendant des années. Je l'ai déposée à l'école, puis je me suis garé devant la banque. Michael avait déjà rédigé la lettre de résiliation. Je l'ai signée, j'ai paraphé chaque page. Il m'a regardé avec un mélange de surprise et d'admiration. « Tu es sûr de ça, Julius ?» J'en étais sûr desquels a traité ma fille d'inutile, j'ai dit. Ce n'est pas une vengeance. C'est une correction. Il hocha la tête, glissa le dossier dans un tiroir verrouillé et dit, « Il faut beaucoup de patience pour attendre le bon moment. » Ce n'était pas de la patience, répondis-je. C'était de l'amour. Je quittai la banque et marchai 2 pâtés de maison jusqu'au café où je rencontrai Sabrina quand nous étions encore amoureux. Je commandai un café que j'ai à peine touché et restai assis dans le silence, l'esprit tranquille. J'imaginais Margot sirotant son thé ce matin-là, inconsciente. Je voyais Ronald dans le jardin en train de bricoler le générateur cassé que je lui avais offert pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Clarissa ne se doutait probablement pas que quelque chose avait changé. Elle n'avait pas apporté un seul parfum depuis plus d'1 an, mais considérait toujours la maison comme son héritage. Et c'était le plus drôle. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Après la retraite anticipée de Ronald et l'effondrement de la petite start-up de Clarissa, sous l'effet de son propre génie, ils n'avaient plus personne vers qui se tourner. Ils avaient besoin de quelqu'un pour prendre en charge les paiements. Sabrina demanda, supplia, dit que c'était temporaire, juste le temps que la situation se stabilise. J'ai accepté parce que je croyais en la famille, car Mera jouait encore avec Harper et Alyssa à l'époque, car je ne savais pas encore faire autrement. Alors, j'ai payé le prêt, j'ai transféré l'acte à mon nom, leur signature étant empreinte de culpabilité et de désespoir. Ils n'ont jamais lu les petits caractères, n'ont jamais posé de questions. Ils étaient juste soulagés que quelqu'un d'autre porte le poids. Et maintenant, ils allaient tout ressentir à nouveau. Sauf que cette fois, je n'étais pas sous eux. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Mera à l'école plus tôt, je l'ai emmené manger une glace et je l'ai laissé choisir 2 garnitures. Elle a choisi des oursons en gélatine et des fraises, et a tout gâché avant même que nous quittions le magasin. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a ri sans un regard par-dessus son épaule. Pas de Margot, pas de règles, murmurait-elle entre des sourires crispés. Que de la joie, collante, pleine et forte. Plus tard dans la soirée, Sabrina a appelé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car si elle ne savait pas déjà ce qui se passait, elle le saurait bientôt. Elle était probablement au travail quand Margot l'a appelée. Une panique. Ou peut-être que Clarissa a appelé en premier, prétextant un simple pépin bancaire. Mais il n'y avait pas de pépin, pas d'erreur administrative, pas de panne système. Il n'y avait que moi qui choisissais enfin le silence, non pas comme un abandon, mais comme une force. À la maison, Mera s'est blottie sur le canapé avec sa couverture et m'a demandé si on pouvait regarder son film préféré pour la 3e fois de la semaine. J'ai dit oui, non pas parce que j'y tenais, mais parce que je tenais à elle. À mi-chemin, elle s'est endormie dans mes bras, et je suis resté assise là, le générique défilant derrière elle, respirant, repensant à comment on en était arrivé là. Combien de fois je leur ai donné de choisir l'amour plutôt que la hiérarchie. Combien de fois j'ai laissé les choses aller au nom de la paix. Mais la paix fondée sur la peur n'est pas la paix. C'est une performance.
Et Mira avait joué toute sa vie dans cette maison, faisant preuve d'obéissance, de gratitude, de résilience. Ce spectacle était terminé. Mercredi, l'appel a commencé. D'abord, un appel manqué d'un numéro inconnu. Puis, un message vocal de Ronald, raide et saccadé. Je crois que tu as fait une erreur. Appelle-moi. Retour. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai classé les copies des documents de clôture du prêt et je les ai enfermés dans un tiroir de mon bureau. Cette maison serait saisie la semaine suivante. Ils se démèneraient, peut-être pour rassembler leurs économies. Peut-être Clarissa rappellerait elle son ex à l'aide. Ou peut-être ferait-il défaut de paiement. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Je n'étais pas leur filet de sécurité. Je n'étais pas leur banque invisible. J'étais le père de Mira. Et cela signifiait privilégier sa joie à leur confort. L'ironie, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de la fragilité de leur confort. Parce qu'ils ne reposaient ni sur un héritage ni sur la richesse héritée. Ils reposaient sur un sacrifice silencieux, le mien. Et maintenant que j'étais devenue silencieuse d'une autre manière, les murs allaient trembler. Ce soir-là, alors que je pliais le linge dans le salon, Mira sortit du lit, sa couverture traînant derrière elle. « Papa » demanda-t-elle, les yeux endormis. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Je m'assis aussitôt et la pris sur mes genoux. « Non, ma puce, pourquoi ferais-je ça ?»« Tu demandes ça ?» Parce que j'ai utilisé la tasse fêlée, et Nana m'a dit que je devrais être reconnaissante. Ma poitrine me serrait. Non pas de colère, de chagrin. Pour ce qu'elle avait déjà absorbé, pour ce qu'on lui avait appris à accepter comme normal. Je la regardais dans les yeux. Tu n'as rien fait de mal, miroir. Si. Elle me fixa comme si elle essayait d'y croire. Comme si la vérité lui semblait trop grande pour tenir en elle. Je l'embrassai sur le front. Nous sommes en sécurité maintenant. J'ai dit, cette maison n'est plus notre foyer. Elle hocha lentement la tête, puis murmura, d'accord. Et posa sa tête sur ma poitrine. Et j'ai su à cet instant que nous n'avions rien perdu du tout. Nous étions juste assez libres pour reconstruire. Le premier appel arriva un jeudi matin. Mira dormait encore, enroulée dans un fouillis de couverture sur le canapé, son panda en peluche préféré blotti sous son bras comme s'il protégeait ses rêves. J'étais debout devant l'évier de la cuisine, en train de préparer du café, laissant la vapeur s'élever dans le matin calme comme de l'encens pour une nouvelle vie. Le téléphone a sonné une fois, puis une autre fois, je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Margot. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Je ne voulais pas, mais une partie de moi savait que c'était le moment où tout a basculé. J'ai collé le téléphone à mon oreille et je n'ai rien dit. Julius. Sa voix était tendue, comme si elle avait déjà répété ce qu'elle allait dire. Mais j'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Je ne voulais pas, mais une partie de moi savait que c'était le moment où tout a basculé. J'ai collé le téléphone à mon oreille et je n'ai rien dit. Julius. Sa voix était tendue, comme si elle avait déjà répété ce qu'elle allait dire, mais n'aimait pas la sensation qu'elle ressentait. Je n'ai toujours rien dit. La banque a appelé ce matin. Ils ont dit que le dernier paiement du prêt immobilier avait été manqué. Je leur ai dit que c'était sûrement une erreur, que tu avais toujours été si fiable. J'ai pris une longue gorgée de café et j'ai laissé le silence s'étendre entre nous comme une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Quand j'ai enfin. Elle parla d'une voix calme, neutre. Ce n'était pas une erreur, une pause. Que veux-tu dire ? J'arrêtai de payer. Le silence qui suivit ne s'étendit pas. Il retomba lourdement et instantanément, comme si quelque chose venait de lui tomber dans la tête, et elle n'était pas sûre de la profondeur de ce silence. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, mais ce n'était pas de la colère dans sa voix. Pas encore. C'était de la confusion enveloppée dans le doute issu du sentiment d'avoir droit à quelque chose. Parce que la famille ne crie pas sur ma fille pendant que ses cousins rient. Son inspiration fut brusque. Le halètement blessé d'une femme qui ignorait avoir saigné. Ce n'est pas juste, Julius. Non, dis-je. Ce qui n'était pas juste, c'était de regarder ma fille faire la vaisselle pendant que ta petite fille chérie naviguait sur TikTok. Ce qui n'était pas juste, c'était de me tendre une tasse ébréchée pendant qu'Alissa et Harper buvaient dans des verres comme des rois. Ce qui n'est pas juste, c'est ton silence alors qu'elle est humiliée dans une maison qu'on lui a dit d'appeler son foyer. Tu ne comprends pas,
commença-t-elle. Son ton s'est adouci, calculé. Les enfants jouent brutalement. Ils se moquent. C'est normal. Elle ne plaisantait pas. Elle cherchait à obtenir l'approbation, l'espace, l'air. Elle a réessayé. On s'est dit, tu fais tout ça par amour, pour ta famille. Et c'est là que j'ai compris la profondeur de son délire, pas seulement de l'ignorance. Mais un aveuglement volontaire qui s'était ancré en elle. Je l'ai fait pour Mera, ai-je dit. Mais l'amour ne signifie pas financer ses fantasmes pendant que ma fille est traitée comme une bonne. Julius, a-t-elle dit, et il y avait un tremblement dans sa voix, la première fissure dans son château. S'il te plaît, on ne savait pas que tu ressentais ça. Parlons. Non, ai-je dit. Pas cette fois. Je l'ai entendu prendre une inspiration, probablement pour changer de cap, pour se lancer dans le gaslighting culpabilisant qui avait fonctionné sur moi auparavant. Mais je n'ai pas attendu. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse remuer le couteau dans la plaie et appeler ça de la gentillesse. Je restais là, dans la cuisine, le fil encore chaud dans la main, le soleil commençant à filtrer à travers les stores. Le silence était revenu, pas paisible, mais serein, comme si la vérité avait enfin trouvé sa place. Je regardais Mera, toujours endormie, le visage doux et rassuré. Je n'avais aucune idée de ce que Margot allait faire ensuite, qui elle appellerait, quel mensonge elle inventerait, quel récit elle tenterait de sauver. Mais je savais une chose, je ne m'en mêlerais pas. Plus tard dans la journée, je reçus un email de la banque. Confirmant que la procédure de saisie avait commencé. Je relus l'avis 2 fois, non pas par doute, mais parce que je voulais ressentir chaque mot, chaque conséquence dont je les avais autrefois protégés, maintenant alignés en paragraphes clairs. C'était le règlement de compte, pas un cri, pas une gifle, une discrète annulation judiciaire. Dans l'après-midi, je reçus un autre appel de Sabrina. Cette fois, je ne répondis pas. Je me disais que si elle avait quelque chose d'important à dire, elle viendrait. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, Mera et moi sommes allés à la bibliothèque. Elle a choisi 3 livres sur les chevaux, un sur l'espace et une BD qu'elle n'était pas encore assez grande pour lire, mais dont les images lui plaisaient. Elle les serrait contre sa poitrine comme un trésor. Quand la bibliothécaire lui a donné un autocollant, elle a levé les yeux vers moi et a souri, comme si le monde lui avait enfin fait une place. Ce soir-là, alors que je préparais des pâtes et que je coloriais le miroir à table, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un message groupé. Clarissa, j'ai entendu ce que tu as fait. Tu déchires cette famille. Valérie, la tante de Sabrina. Je suis sûr que c'est une phase. Julius a juste besoin de gérer ses sentiments. Darren, l'oncle toujours neutre. On devrait peut-être se réunir comme des adultes. On peut arranger ça avant que ça n'empire. Et Ruth, grand-mère Ruth, la même femme qui avait un jour dit à Mera de s'endurcir ou d'être abandonnée. Son message était le plus court. Pourquoi maintenant? J'ai fixé l'écran, je l'ai relu 3 fois, puis j'ai retourné le téléphone, face cachée, sur le comptoir. Mera a levé les yeux de son cahier de coloriage. C'était du travail? Non, ai-je dit. Juste des gens qui ne savent pas s'excuser. Elle cligna des yeux, pensive. On s'excuse quand on fait quelque chose de mal. Exactement. On a dîné en silence. Le genre de silence qui guérit au lieu de blesser. Mera m'a parlé d'une camarade de classe qui avait amené un lapin à l'école. Elle a ri en décrivant comment il avait fait caca dans le coin lecture, et j'ai ri aussi, sincèrement, à pleines dents et longuement. L'espace d'un instant, j'ai oublié la maison, les paiements, les noms sur le groupe de discussion. Je ne voyais qu'elle, l'enfant qu'ils essayaient de grignoter, refleurissant devant moi. Plus tard, pendant que je faisais la vaisselle, elle m'a tiré par la manche. Papa, si on ne retourne pas chez Nana, où vont les filles? Je me suis arrêté, rinçant une assiette. Elle reste là pour l'instant, ai-je dit. Mais la maison change à cause de nous. Parce que je me suis souvenu de l'essentiel. Elle a hoché la tête, satisfaite. Puis j'ai dit ce qui s'est logé dans ma poitrine et y est resté longtemps après qu'elle se soit endormie. J'aime mieux quand on n'a pas à faire semblant. Je me suis agenouillé, je l'ai serré contre moi, j'ai respiré son odeur. Moi aussi, maman. J'ai murmuré, moi aussi. Et d'un coup, j'ai compris que laisser la maison s'écrouler n'était pas une destruction. C'était une délivrance.
L'appel suivant est arrivé juste avant midi. J'étais au rayon fruits et légumes à comparer 2 sacs de mini-carottes, la nouvelle obsession de Mira, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Clarissa. Je l'ai vu sonner 2, 3 fois. Puis j'ai répondu, non par curiosité, mais par clarté. Je voulais entendre comment la royauté réagit quand sa couronne commence à glisser. Julius, a-t-elle dit aussitôt, d'une voix claire et cassante comme du verre poli. Il faut qu'on parle. J'ai mis les carottes dans le panier. De quoi? Tu sais quoi? De la maison. De ce que tu as fait. C'était là. Pas de chaleur, pas de comment vas-tu? Pas de surveillance de Mera. Juste de la propriété. Comme si cet endroit lui appartenait par décret divin et que j'en avais vandalisé le portail. Je n'ai rien fait à la maison, dis-je. J'ai juste arrêté de la payer. Un silence. Un instant. Puis elle se lança dans le vif du sujet. Tu déchires cette famille, Julius. Cette maison est tout pour nous. Pour mes filles, elles y ont grandi. Elles ont des souvenirs. Des anniversaires, des matins de Noël, des pique-niques dans le jardin. Je m'appuyais sur la charrette. Et Mera, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas la question. Elle est exactement la question. Clarissa soupira. Tu as toujours eu ce truc de jouer les martyrs. Comme si on t'avait fait du tort. Comme si on t'avait pris quelque chose. Mais tu t'es marié dans cette famille. Personne ne t'a supplié. Non, dis-je lentement. Mais vous me suppliez tous de sauver cette maison. Discrètement. Légalement. Et je l'ai fait. Et maintenant tu l'as détruit. Pourquoi? Parce que Mera n'a pas eu de jus d'orange dans un verre en cristal. Pour tout ce qui a précédé le jus d'orange. Pour chaque comète qui dérape. Chaque haussement d'épaule. Chaque fois que tu as laissé tes filles rire pendant que Mera pleurait en te disant qu'elle ne faisait que jouer. Elle est dramatique, dit Clarissa d'un ton dédaigneux. Trop sensible. Elle a 6 ans. Elle doit s'endurcir. Elle a dit ça comme un conseil et non une accusation. Elle a besoin de se sentir en sécurité, dis-je. Quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti en ta présence. Julius, écoute, dit Clarissa, le ton changeant soudainement, s'adoucissant. Je l'entendais presque feuilleter un nouveau scénario. Appuyons sur pause. C'est peut-être aller trop loin. On a peut-être tous dit des choses qu'on ne pensait pas. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Peut-être que tu avais juste besoin d'être entendu. Je l'ai interrompu. Tu as eu des années pour m'écouter. Et elle, tu as choisi de ne pas m'écouter. Tu as préféré la facilité à l'empathie. Il y avait un vrai silence maintenant. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle avait tiré un trait sur la stratégie. Celle où les excuses n'étaient que des négociations pour le statu quo. Mais cette stratégie ne fonctionnait plus sur moi. Je ne voulais blesser personne, dit-elle. Plus calme maintenant. On essayait juste de tenir le coup. Tu as tenu le coup sur mon dos, dis-je. Emilius, ce sont des enfants. Ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Non, dis-je, mais ils comprennent la justice. Ils comprennent qu'on les laisse de côté. Ils comprennent à qui on verse du jus et à qui on demande de nettoyer. Elle était silencieuse. Je l'imaginais arpentant une corde de soie, peut-être debout dans la cuisine qu'elle croyait encore posséder, regardant le jardin qui n'appartenait plus à son père. Peut-être que ses filles étaient là, jouant sur la balançoire que j'avais payée, ignorant que l'avenir de cette maison était désormais un compte à rebours légal. Ce n'est qu'une petite fille, marmonna-t-elle presque pour elle-même. Pourquoi nous ferais-tu ça à tous pour elle? C'est à ce moment-là que le dernier masque est tombé. Parce que dans le monde de Clarissa, Mera n'était pas nous. Elle était adjacente. Une pensée après coup. La fille qu'il tolérait. Celle qui ne correspondait pas tout à fait à leurs photos soignées ou à leur réalité filtrée. Pour elle. J'ai répété, car elle était la seule partie de cette maison qui comptait. Je pense juste, a-t-elle dit, la voix tremblante. On aurait dû avoir une chance de réparer ça avant que tu ne deviennes nucléaire. Être nucléaire, c'était la laisser pleurer seule dans une chambre d'amis sans couverture parce qu'elle avait renversé du jus de pomme sur ton canapé. Elle était bruyante. Elle a réveillé les bébés. Ce n'est pas une servante. Ce n'est pas de la famille. Et voilà. La vérité.
Brute, dévêtue, involontaire. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bronché. Je l'ai juste remercié de l'avoir enfin dit à voix haute. Elle a essayé de faire marche arrière. Je ne voulais pas. C'est toi qui l'as fait. Et c'est pour ça que tu ne la reverras plus jamais. Clarissa a halté. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. Tu es cruel. Non, je suis enfin honnête. Puis j'ai raccroché. Je suis resté là un moment, entouré de laitue bio et de paires de chaussettes deux pour le prix d'une, laissant ces mots se poser et glisser sur moi. Le poids de la simulation s'était envolé. Le besoin de faire la paix avec ceux qui avaient fait la guerre à cause de subtiles offenses avait disparu. J'ai réglé. Le caissier m'a demandé si je voulais une carte de fidélité. J'ai refusé. Je n'avais plus rien à gagner. Quand Mera est rentrée ce jour-là, elle a demandé si nous pouvions aller au parc. J'ai dit oui. Nous avons emporté des bâtonnets de carottes, des tranches de pommes et son jus de fruits préféré, celui qu'elle hésitait toujours à demander quand nous rendions visite à Margot. Au parc, elle a grimpé plus haut sur la cage à écureuil que je ne l'avais jamais vu monter. Elle m'a fait signe du haut. « Regarde, papa » a-t-elle crié. « Je te vois » ai-je répondu. Et je l'ai fait. Pas seulement son corps sur les barreaux, mais son esprit, libéré, détendu, rayonnant. Nous sommes restés jusqu'à ce que le soleil se couche et que le ciel se teinte de violet. Ce soir-là, elle s'est brossé les dents sans qu'on lui ait demandé, a enfilé un pyjama à étoiles et s'est glissée dans son lit en fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Alors que je la glissais, elle a dit, « Alissa m'a dit que j'avais de la chance que tu m'aimes. » Je me suis arrêté, j'ai pris au dépourvu. Elle a dit ça. Ouais. Mais elle a également dit que je n'appartenais pas. Que sa maman le dit. Je me suis assis à côté d'elle. La croyez-vous? Non, dit-elle sans hésitation. Parce que l'appartenance n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que vous savez à l'intérieur. J'ai souri. Exactement. Elle m'a regardé. Et j'appartiens à toi. Vous avez toujours. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé que Clarissa avait eu raison sur une chose. Ce fut un tournant. La couronne qu'elle portait ne glissait pas seulement. Il avait brisé et je ne prenais pas les pièces. Je ne sais pas ce qui m'a fait conduire à nouveau par cette maison. Peut-être la curiosité. Peut-être la fermeture. Peut-être que je voulais voir le moment où leur illusion a commencé à craquer. Le soleil avait à peine brûlé la brume du matin et Mera était toujours à l'école en fredonnant quelque chose à propos de Jupiter pendant le petit déjeuner. J'ai eu le jour de congé. J'aurais pu faire n'importe quoi. J'ai dormi, nettoyé la voiture, rattrapé le travail. Mais au lieu de cela, j'ai refusé ce cul-de-sac familier, la rue qui se sentait comme une obligation, mais maintenant seulement un détachement. J'ai garé 2 maisons vers le bas et j'ai regardé de la sécurité des fenêtres teintées. La pelouse n'avait pas été tondue. Ronald l'a généralement fait lui-même avec la même tondeuse rouillée que je lui ai achetée il y a 5 anniversaires. Il était assis dans le garage ouvert maintenant, incessant. Les haies se recroquevillaient en elles-mêmes et collaient à la porte. Crooked mais officiel était l'avis. Procédure de forclusion engagée. Paiement final délinquant. Vacant en attente. Ce n'était pas seulement une lettre. C'était un calcul. Je l'ai regardé comme si c'était une œuvre d'art encadrée. Quelque chose que j'avais peint avec chaque mot tacite, chaque manifestation avalée, chaque dépôt qu'ils n'ont jamais reconnu. Et maintenant, il a été cloué à leur porte d'entrée comme les Écritures. Ils avaient gouverné cette maison comme un manoir, se sont couronnés des gardiens d'héritage, des reines de la tradition, des hommes de fierté obsolètes. Mais l'acte ne se souciait pas de Bloodline. Il se souciait des signatures. Cela se souciait de la responsabilité, et il n'avait ni l'un ni l'autre. J'ai regardé un voisin s'arrêter en promenant son chien. Elle plissa les yeux sur le papier, puis inclina la tête de confusion. J'ai imaginé ce qu'elle pensait. Cette famille n'avait-elle pas toujours projeté de stabilité? Les fêtes du jardin, les couronnes de vacances, les tenues assorties devant la cheminée. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Ensuite, la porte s'est ouverte et Margot est apparue toujours dans une robe, des cheveux coiffés, du rouge à lèvres peint comme une armure. Elle a tiré la vie de la porte et l'a froissée dans une main, mais le mouvement n'était pas rapide. Il était prudent, contrôlé, comme si même en panique, elle ne pouvait pas risquer de paraître ingrat.
Elle a repéré le voisin et a forcé un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Ils ont échangé des vagues. Puis elle recula à l'intérieur et ferma lentement la porte, doucement comme si elle pouvait encore fermer la vérité. Je ne suis pas resté longtemps, juste assez longtemps pour voir le changement. Au moment où la reine a réalisé que son château était loué. De retour à la maison, le chat de groupe était vivant. Cela a commencé avec l'oncle Darren, bien sûr. Darren, et tout le monde, nous devons rester calmes. Parlons comme des adultes. Et Valérie, c'est de la folie. Julius agit par amertume. Ce n'est pas lui. Clarissa, nous avons été humiliés. Mes filles sont traumatisées. Vous vous souciez vous-même, Julius? Je n'ai pas répondu. Grand-mère Ruth, qui n'avait pas dit grand-chose depuis son tristement célèbre texte de 2 mots, a finalement écrit un paragraphe. Pourquoi maintenant, Julius? Pourquoi embarrasser la famille? Nous avons tous des défauts, mais c'est vindicatif. Vindicatif, non protecteur, pas correctif, vindicatif. Pourtant, aucun d'entre eux ne mentionne Mera. Pas un message, pas une seule question sur l'enfant qu'ils ont autorisé à être traité comme laide. Aucune préoccupation concernant son bien-être. Aucune excuse pour les tasses ébréchées ou les chambres d'amis froides ou les commandes criées. Juste le contrôle des dégâts, juste honte. J'ai fermé le chat de groupe et ouvert mon rouleau de caméra à la place. Parcourir des photos de Mera dansant dans des chaussettes sur notre petit plancher en bois. Visage recouvert de fleurs du dernier lot de biscuits que nous avons fabriqué. Ses sourires avec un popsicle sur notre balcon. Ça colorant le soleil avec 5 crayons différents parce qu'une nuance ne suffit pas. Elle allait bien. Mieux que d'accord. Elle était libre et il détestait ça. Non pas parce qu'elle a été blessée, mais parce qu'elle n'était plus, parce que le pouvoir qu'ils ne l'ont plus atteint, parce que je l'avais finalement complètement retiré de leur portée. Le soir, Sabrina a rappelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. J'ai vu la vie, a-t-elle dit, en sautant un prétexte passé. J'ai pensé que tu avais. Vous faites vraiment cela. Je l'ai déjà fait. Elle était silencieuse pour un battement. Ensuite, vous les punissez pour ne pas être qui vous vouliez qu'ils soient. Je protège mes rats de qui ils sont. Les filles de Clarissa sont bouleversées. Ils ne comprennent pas, Mera comprend. Elle a 6 ans et elle comprend exactement ce que signifie être autre dans une maison qui était censée être la sienne aussi. Elle manque ses cousins. Elle manque la gentillesse. Il y a une différence. Le côté de Sabrina. Savez-vous à quoi cela vous fait ressembler? Je m'en fiche. Ils disent que vous êtes instable. Qu'il s'agissait d'ego. Mais vous ne faisiez jamais vraiment partie de la famille. Ils ont finalement bien compris cette partie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas demandé. Je n'ai même pas élevé la voix. Je viens de déposer la vérité comme une feuille blanche sur un matelas taché. Vous avez choisi le silence chaque fois qu'il l'humiliement. Vous avez hoché la tête, vous avez haussé les épaules. Vous vouliez la paix, mais pas la justice. Je voulais les deux. Et maintenant je vais me contenter de la distance. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Vous allez l'élever sans nous? Non. Je vais l'élever sans mal. Les portes ouvertes à tous ceux qui apportent l'amour. Pas l'héritage, pas le droit, juste l'amour. Elle a raccroché. Pas avec colère, pas brusquement, juste tranquillement. Cette nuit-là, Mera a demandé pourquoi le groupe ne l'avait pas appelé. Parce qu'ils sont occupés à comprendre des choses, dis-je. Ai-je fait quelque chose de mal à nouveau? Non, bébé. Ils ne savent tout simplement pas dire désolé. Elle y réfléchit depuis longtemps. Puis elle a chuchoté, tu n'es pas en colère contre moi. J'ai enroulé mes bras autour d'elle, je l'ai rapprochée. Vous n'avez rien fait de mal. Je suis fier de toi. Chaque jour, elle hocha la tête, les yeux écarquillés et sérieux. Je ne veux pas y retourner. Vous n'aurez jamais à le faire. À l'extérieur, le vent soufflait faiblement, tirant sur les bords du monde. Mais à l'intérieur de notre petite maison, rien ne tremblait, rien ne craquait. Aucun avis collé à notre porte. Juste de la chaleur, juste de la respiration, juste de la vérité. La maison avec laquelle je les ai sauvés glisse à travers leurs doigts. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressens que la paix. Le bungalow n'était pas beaucoup.
2 chambres, un couloir étroit, une salle de bain avec un robinet qui a cliqué lorsque vous l'éteignez trop vite. Mais c'était le mien. Acheté tranquillement l'année dernière lorsque la première fissure s'est présentée dans mon mariage avec Sabrina. Quand Mera a commencé à tressaillir à chaque fois que quelqu'un élevait la voix. Il était resté vide tout ce temps. Juste un plan de sauvegarde rassemblant la poussière et la lumière du soleil. Maintenant, c'était une maison. J'ai transporté Mera sur le seuil comme une tradition renaissant. Elle s'accrocha à mes épaules, incertaine. Je scannais les murs inconnus comme s'ils recherchaient un jugement caché. Mais le silence ici n'a pas été chargé. Cela n'a pas chuchoté des critiques derrière les portes ou la taille passive des sentiers dans le couloir. Il était assis immobile et a attendu qu'elle décide qu'elle était sûre. Je l'ai assis doucement. Elle traversa lentement la pièce, traînant ses doigts le long du mur comme si elle retraçait les limites qu'elle pouvait enfin redessiner. Je l'ai suivie dans la chambre arrière. Le plus petit, celui que j'avais peint jaune pâle, juste au cas où. Elle s'arrêta au centre, regarda autour de lui, puis sourit. « Est-ce ma chambre ? Si vous le voulez. » Elle a laissé tomber son sac à dos et s'est tournée une fois au milieu du tapis, les bras comme des ailes. Ça sent les cookies. Cela sent probablement la peinture et la colle de tapis, dis-je en riant. Elle haussa les épaules. Sentent toujours les cookies pour moi. Cette nuit-là, nous avons mangé des sandwichs au beurre d'arachide sur le sol. Pas encore de table, pas de chaise, juste des coussins et une conversation douce. Elle m'a parlé de son nouveau professeur, Monsieur Lionel, qui portait des chaussettes colorées et a raconté des histoires sur son chat nommé Nebula. Elle a ri quand elle a parlé de lui. Un vrai rire, pas le genre qu'elle avait l'habitude de forcer chez son cousin, celui qui est venu avec des regards rapides pour voir qui regardait. Je me suis nettoyé après le dîner, fredonnant à moi-même. Du salon, elle a crié, puis-je jouer de la musique ? Je m'arrêtai, la question si simple et pourtant si révélatrice. Bien sûr, elle a trouvé mon ancien haut-parleur Bluetooth dans l'une des boîtes et fait pipi. Au coucher, elle m'a demandé si je pouvais rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je me suis allongé à côté d'elle sur l'étroite matelas jumeau, nous regardons tous les deux le plafond. Vous manquez la grande maison, elle a demandé. Non, dis-je. Pas même un peu. J'ai tourné la tête vers elle. Est-ce que tu ? Elle pensa un instant, puis secoua la tête. C'était trop fort. Trop de gens ? Non, a-t-elle dit. Trop de règles. Même quand personne ne parlait, j'ai embrassé le haut de sa tête. Cette maison n'a qu'une seule règle. Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes autorisé à être heureux ici. Elle sourit et ferma les yeux. Quand elle s'est endormie, je me suis assis dans la cuisine et j'ai pleuré. Pas fort, pas brisé, juste des larmes silencieuses. Le chagrin, peut-être pour les années que nous avons perdues, pendant le temps qu'elle a passé à se rétrécir dans une forme qui a plu à des gens qui ne la méritaient jamais. Mais il y avait aussi autre chose dans ces larmes. Soulagement. Le genre qui se trouve au fond de votre poitrine et se dilate lentement comme l'eau tiède. Le lendemain matin, elle a fait le toast, l'a brûlé, mais n'a pas paniqué. Elle rit, gratta le char avec un couteau à beurre et l'appelait plus croustillant. Je lui ai dit qu'elle ferait un grand chef un jour. Ce week-end, nous avons visité une petite friperie et sélectionné des décorations pour sa chambre, des feux à cordes, une lampe de nuit en forme de nuage et un sac de haricots d'occasion en bleu ciel. Elle a trouvé une photo encadrée d'une girafe dansante et a insisté pour qu'elle appartenait à son mur. Pourquoi une girafe ? Parce qu'ils ont de longs coups mais ont toujours l'air doux. Cela n'avait aucun sens. Cela était parfaitement logique. Dimanche, nous avons cuit des biscuits, de la farine dans nos cheveux, la minuterie beeping trop tôt, un lot insuffisant, l'autre légèrement exagéré. Mera s'en fichait. Elle a dansé autour de la cuisine avec des taches de chocolat sur ses joues et a dit « Papa, cet endroit n'a pas envie de marcher sur des coquilles d'œufs. » Je me suis arrêté à mi-chemin, le cœur attrapant ses paroles. « Que voulez-vous dire, ma chérie ?» Elle me regarda, les yeux clairs, la voix douce. « Ça n'a pas l'impression que si je dis la mauvaise chose, je vais avoir le look. » Quel regard ? Celui où les gens sourient la bouche, mais pas leurs yeux. Je me penchai, tenais ses joues entre mes mains. Vous n'avez jamais à vous soucier de cela ici, même si je brûle le toast. Surtout si vous brûlez le toast. Elle gloussa et me serra si serré qu'il a craqué quelque chose en moi que je n'avais même pas réalisé que c'était encore scellé. Nous n'avions plus de grande maison.
Pas d'escalier poli, pas de pelouse entretenue, seulement 2 chambres, un garde-manger à moitié et des murs recouverts de dessins et d'autocollants et d'empreintes digitales. Mais chaque centimètre respirait comme une maison, vraie. Un miroir n'avait pas à gagner sa place. Elle a demandé si nous pouvions faire des règles de la maison plus tard dans la nuit. Nous les avons écrits sur un morceau de papier de construction et l'avons collé au réfrigérateur. Règles de la maison. Premièrement, dansez si la musique est bonne. 2. Pleurez si vous en avez besoin. 3. Riez même si personne d'autre ne le fait. 4. Dites ce que vous voulez dire. 5. Brûlez le toast. Ce dernier était le sien. Nous les lisons à haute voix tous les soirs cette semaine. Lorsque Sabrina a envoyé un texto en demandant une conversation calme, je n'ai pas répondu. Lorsque Clarissa a envoyé un long message détaillant comment les filles sont confuses et effrayées, je l'ai supprimé. Aucun d'entre eux n'a demandé comment était Mera. Pas une fois. Et je n'étais pas sur le point de perdre de la respiration expliquant sa joie aux gens qui ont une fois confondu son silence contre l'obéissance. Ce vendredi, Mera a ramené à la maison un dessin de l'école. C'était une photo d'une maison. Pas le grand. Pas celui avec des colonnes et des comptoirs en granit. Juste une petite maison jaune avec un toit tordu et une porte qui était grande ouverte. Devant, il y avait une fille aux nattes se tenant la main avec un homme dans une chemise bleue. Au-dessus d'eux se trouvait un seul mot écrit en crayon violet audacieux. À la maison, me le tendit timidement. Pour votre chambre, a-t-elle dit. Je l'ai encadré ce soir-là, et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de plus profond que tous les dépôts juridiques et la vengeance silencieuse et la distance juste que j'avais effectuée entre nous et eux. Je n'avais pas seulement acheté une maison. J'avais récupéré une fille. Je ne suis pas allé. J'aurais pu. J'aurais pu me tenir à l'arrière de la pièce dans un blazer propre et regarder le tout se dérouler comme un homme regardant une démolition contrôlée, mais j'avais déjà vu assez de cette maison pour durer toute une vie. Alors, je suis resté à la maison. J'ai déposé Mère à l'école, j'ai pris le chemin du retour en ville, j'ai acheté un café dont je n'avais pas besoin et je me suis assis dans le parc en face du palais de justice. La brise était légère, fraîche sur mon visage. J'ai vérifié l'heure, 10h58, 2 minutes avant le début de la vente aux enchères. J'ai imaginé la pièce, les lumières fluorescentes, le tapis bon marché, les rangées de chaises en plastique, un responsable du tribunal à l'avant, en lisant à partir d'un script, Margot assis quelque part près de l'allée, serrant un dossier de documents dénués de sens. Ronald à côté d'elle, au visage rouge et silencieux, essayant de ne pas ressembler à des murs se rapprocher. Et Clarissa, bien sûr, Clarissa se serait montrée tard, mais bruyant, probablement dans des talons qui cliquaient comme une ponctuation sur une menace. Ils ne comprendraient pas comment cela pourrait se produire. Pas vraiment, même si je leur ai dit. Même si je les avais avertis, parce que des gens comme ça ne croient jamais que le fond tombera jusqu'à ce qu'ils soient déjà partis. Et même alors, ils blâment le sol d'être faible. L'acheteur était un homme nommé Monsieur Howlett. Je l'avais cherché une semaine auparavant, pas par inquiétude, juste de la curiosité, un promoteur immobilier, d'âge moyen, pragmatique, pas le genre d'homme qui se souciait de l'héritage ou des souvenirs ou des bougies d'anniversaire une fois allumées dans le salon. Il n'a vu que la superficie en pieds carrés, la valeur marchande, les flips potentiels. Pour lui, la maison était une structure pour les murs et un toit bientôt pour être vidé et vêtu de quartz et de carreaux tendance pour le nouveau départ de quelqu'un d'autre. Et cela ressemblait en quelque sorte à la justice. J'ai regardé la tasse de café dans mes mains et j'ai pensé à Mera. Comment elle avait l'habitude de s'asseoir sur le porche de cette maison avec ses jambes tirées dans sa poitrine en regardant les autres filles jouer, en attendant que quelqu'un l'appelle. Combien de fois elle avait entendu non pas maintenant où vous aviez déjà votre tour ou aller aider Nana. Je pensais qu'elle oublierait ça. Je voulais qu'elle oublie. Mais les enfants n'oublient pas ce qui les fait se sentir petits. Ils le portent. Ils l'enterrent. Ils le construisent. Mais maintenant elle reconstruisait avec la lumière. J'ai à nouveau vérifié mon téléphone. 11h12, cela a été fait. Au moment où ils sont sortis de cette salle d'enchères, la maison n'était plus la leur, pas même de nom. Les murs qu'ils ont adorés étaient de quelqu'un d'autre à repeindre. La cuisine Margot, une fois gouvernée avec un point en porcelaine, serait dépouillée et rénovée. Le salon qui résonnait avec les photos organisées de Clarissa et les lourds silences de Ronald serait vidé par scène, mémoire par mémoire jusqu'à ce qu'il ne tenait aucune trace de leur royaume. Et moi, je ne me suis jamais senti plus libre.
J'ai récupéré Mera à l'école cet après-midi-là et elle a couru vers moi comme elle l'a toujours fait maintenant. Pleine vitesse, aucune hésitation, pas de numérisation du parking pour quelqu'un de plus important. Elle tenait une couronne en carton qu'elle avait faite en cours d'art. Scintillant, tordu, beau. Pour toi, a-t-elle dit. Je me suis accroupi. Pour moi? Oui. Vous obtenez une couronne maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait pour le gagner? Vous avez sauvé le château, dit-elle simplement. Puis a sauté vers la voiture, fredonnant à elle-même. Et je l'ai presque perdu juste là dans la voie de ramassage. À la maison, je nous ai fait des sandwichs au fromage grillé pendant qu'elle dansait autour de la cuisine. À mi-chemin du dîner, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Je ne l'ai presque pas vérifié, mais quelque chose m'a dit de regarder. C'était une messagerie vocale de Clarissa. J'ai frappé le jeu et je me suis penché contre le comptoir, les bras croisés. Sa voix trembla, pas avec tristesse, avec une rage interdite d'incrédulité. Vous l'avez vraiment fait. Vous laissez cet endroit aller comme ça. Vendu à un entrepreneur qui ne sait même pas ce que cette maison signifiait pour nous. Vous avez tout détruit. Mes filles pleurent. Margot n'a pas parlé toute la journée. La tension artérielle de Ronald a augmenté. Vous avez déchiré cette famille en deux. Et pourquoi? Votre ego. Parce que nous ne nous sommes pas suffisamment basses pour vous. Tu n'es pas un héros, Julius. Vous êtes une boule de démolition. J'ai supprimé le message avant sa fin. Parce que Mera venait d'entrer avec un plateau de biscuits qu'elle faisait semblant de cuire. Parce que la couronne qu'elle avait faite était assise sur ma tête comme une blague secrète entre nous. Parce que je n'avais pas besoin d'écouter des gens qui avaient confondu la cruauté pour la tradition et le silence pour le respect. Clarissa n'était pas tort, cependant. J'avais démoli quelque chose. Mais ce n'était pas une famille. C'était un mythe. Cette nuit-là, alors que Mera se brossait les dents, elle m'a demandé ce qui arrivait à la maison maintenant. Quelqu'un d'autre vivra là-bas, dis-je. Seront-ils gentils? J'espère que oui. Vont-ils le réparer? Peut-être. Ou peut-être qu'ils renverseront et construisent quelque chose de nouveau. Elle a rincé la bouche, réfléchi. Parfois, recommencer, c'est mieux. J'ai embrassé son front. Tu es plus intelligent que moi. Je sais, dit-elle avec un sourire, puis s'enfuit. Après avoir été endormi, je me suis assis sur le canapé dans l'obscurité, pas par tristesse. Juste une réflexion. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, c'était un texte de tante Valérie. Pensez aux enfants. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Vous auriez pu gérer cela tranquillement, mais je l'avais manipulé tranquillement. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas prononcé de discours ni demandé de vengeance. J'avais pris une décision, puis une autre, puis une autre. Une série de choix délibérés, non pas à blesser, mais à guérir. Ils ne pouvaient tout simplement pas faire la différence. Donc, j'ai éteint le téléphone et je me suis assis là dans le silence d'une maison qui sentait le fromage fondu et le savon à la lavande. Une maison où personne ne tressaillit au son des pas. Une maison avec des paillettes sur le tapis et une peinture de girafe tordue sur le mur. La vente aux enchères était venue et avait disparu. La maison n'était plus à moi, mais Miroir. Miroir l'était et personne ne mettrait un avis sur elle à nouveau. Ils n'ont pas mis longtemps à commencer à faire tourner leur version de l'histoire. Je l'ai vu arriver en temps réel. Comme regarder les nuages de tempête rouler sur une ville qui croyait encore que le soleil était coupé. Cela a commencé par un seul message de Margot envoyé un dimanche matin tandis que Mera et moi assemblions une étagère à plat dans sa chambre. Elle avait choisi le violet. J'ai manipulé les vis et elle a manipulé les autocollants. Nous étions à mi-chemin lorsque mon téléphone basse. Margot, vous nous humiliez. Vous avez détruit l'héritage de votre propre enfant. Héritage. Ce mot était assis à l'écran comme un fruit pourri. Aigre et creux. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas laissé Mera le voir. J'ai juste verrouillé mon téléphone, je l'ai glissé dans le tiroir et lui ai tendu un autre autocollant papillon. Mais le message s'accrochait à la journée comme une chemise mouillée, a détruit son héritage. Quel héritage? L'état s'est bréché? La chambre d'amis froide? Les comparaisons chuchotées avec les jumeaux de Clarissa? Ce n'était pas un héritage. C'était une pourriture générationnelle déguisée en dentelle et des éloges en plastique.
Plus tard dans la soirée, j'ai découvert que Clarissa était allée plus loin. Elle avait appelé 2 des voisins, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, et leur avait dit que j'étais instable, que j'avais été erratique depuis le divorce, que j'avais toujours ressenti la proximité de leur famille et utilisé Mera comme effet de levier pour y revenir. J'ai entendu cela de Monsieur Arnold, qui vivait en face de la vieille maison et m'a l'habitude de me faire signe en tondant sa pelouse. Il m'a appelé pour me demander si j'allais bien. A déclaré que Clarissa s'était présentée au club de lecture de sa femme et avait pleuré un peu en expliquant à quel point tout cela avait été dur sur ses filles. Ils ne comprennent tout simplement pas. Elle avait dit qu'ils continuaient de demander pourquoi l'oncle Julius nous déteste maintenant. Ils n'ont jamais mentionné Mera, pas une seule fois, pas son nom, pas ses sentiments, pas ce qu'elle avait vécu. Ils se sont centrés dans le récit comme ils l'ont toujours fait. Entourés de violons imaginaires dans les applaudissements de personnes trop éloignées pour voir la vérité. Les mots de Clarissa se répandent rapidement, partagés lors des réunions de PDA, chuchotés dans les allées de l'épicerie, répétés par des gens qui ne s'étaient jamais assis avec Mera lors d'une de ses cauchemars, qui n'a jamais regardé ses mains trembler tout en pliant des serviettes pour les dîners de Margot. Elle leur a dit que j'étais amère, que je voulais le contrôle, que je ne pouvais pas gérer d'être exclu. C'était fascinant vraiment à quelle vitesse ils ont réécrit l'histoire. Comme ils ont soigneusement coupé leur propre cruauté et collé dans ma supposée instabilité comme si c'était une note de bas de page dans l'effondrement de quelqu'un d'autre. Et quand cela n'a pas attrapé, ils ont essayé la culpabilité. Sabrina a envoyé un texto tard dans la nuit. Sabrina, Clarissa dit, vous l'avez bloqué. Les filles sont confuses. Il manque toujours Mirror. Tu ne peux pas être la plus grande personne? J'ai regardé les mots, leur audace. Être la plus grande personne. J'étais depuis des années. J'avais avalé leur condescendance, leur fouille subtile, leur gentillesse performative qui venait toujours avec une vue de silence. J'avais financé leur réconfort pendant que ma fille a appris à disparaître à la vue. Maintenant, j'avais fini d'être grand. J'étais clair. Ce week-end, Mera et moi avons visité le parc de la ville qu'elle aimait mais ne l'avait pas été depuis presque un an. Alors qu'elle courait vers le carrousel, je me suis assis sur un banc et j'ai vérifié ma messagerie vocale. Il y avait un autre message de tante Valérie. Julius, chéri, je sais que les choses ont été tendues, mais nous sommes de la famille. Ces choses se produisent. Le cœur brisé de chacun. Peut-être que nous avons dit des choses que nous ne voulions pas dire. Peut-être que vous l'avez fait aussi. Mais il est temps de reconstruire pour les enfants. J'ai presque ri. Les enfants. Mera n'avait pas reçu un seul message. Pas de carte, pas d'appel, pas d'enregistrement, pas d'excuses, et pourtant ils avaient le culot de dire que c'était des enfants. J'ai supprimé la messagerie vocale, puis j'ai ouvert mon appareil photo. Mera était à mi-chemin, tournée en rond, les bras, le vent dans ses cheveux. J'ai pris une photo, je laissais de joie dans les pixels. Preuve que son histoire ne s'est pas terminée là où ils espéraient que ce serait. De retour à la maison, j'ai trouvé une enveloppe coincée dans le cadre de la porte. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. Margot, à l'intérieur était une lettre écrite en cursive avec des boucles délibérées et des mots soigneusement choisis. Elle a appelé l'éruption cutanée de forclusion, a déclaré qu'elle avait toujours essayé d'enseigner la discipline et s'attendait à ce que vous voyiez au-delà du bruit des malentendus enfantins. Elle a écrit, que pensera Mera de vous dans 10 ans quand elle se rend compte que vous avez détruit la maison dans laquelle sa mère a été élevée? Je n'ai pas terminé la lettre. Je l'ai mis en feu dans l'évier, je l'ai regardé se recroqueviller dans la cendre et la fumée. C'est la chose à propos des gens comme eux. Ils pensent que le contrôle du récit est le même qu'eux. Le fait d'avoir raison. Ils pensent que le silence est le pardon et que la proximité est l'amour. Ils réécrivent l'histoire avec des mains douces et des cœurs durs. Mais Mera se souvient. Elle se souvient chaque fois qu'on lui a dit de nettoyer après une fête à laquelle elle n'était pas autorisée à assister. Elle se souvient d'avoir été exclue des photos de famille. Elle se souvient de la piqûre de comparaison, la façon dont les filles de Clarissa ont toujours obtenu le premier choix, la meilleure chaise, le dernier mot. Elle se souvient avoir pleuré une fois lors d'un match et entendre Margot whisper, elle est trop douce. Ils ont réécrit l'histoire pour faire de moi le méchant. Je porterai ce costume si cela assure ma fille en sécurité. Cette nuit-là, alors que nous faisions du pop-corn sur le poêle, Mera a demandé si nous pouvions avoir une soirée cinéma. J'ai dit oui. Elle a choisi un film où la petite fille bat un dragon avec gentillesse et intelligence. À mi-chemin, elle s'est tournée vers moi et a dit,
je suis content que nous ne vivons plus dans cette grande maison. Il y avait trop d'ombre. Je l'ai regardée. Ouais, ma chérie. Ça l'a fait. Elle se pencha contre mon épaule. Nous manque-t-il? J'ai pensé à la lettre de Margot. Les mensonges de Clarissa. Les messages vocaux pleins de tout sauf des excuses. Il manque la version de nous qui est restée silencieuse, dis-je. Pas qui nous sommes vraiment. Elle hocha la tête. Je nous aime mieux maintenant. Moi aussi. Parce que ce n'était pas une vengeance. C'était une révision. Et l'histoire que nous écrivons maintenant, elle n'a pas de place pour les tasses craquelées ou les demi-mèches. Juste une fille qui danse dans la cuisine comme si c'était sa scène. Et un père qui la voit enfin pour qui elle est. Ce n'était pas une grande fête. Pas de gâteau imposant. Pas d'artistes embauchés. Pas d'invitation brillante avec des rubans. Seulement 10 personnes. 10 personnes soigneusement choisies. L'anniversaire de Mira est tombé un samedi cette année. Et pour la première fois, elle l'a planifié comme une fille qui croyait qu'elle comptait. Elle voulait des ballons, pas roses, mais sarcelles. Elle a demandé un gâteau aux biscuits aux pépites de chocolat au lieu de l'éponge habituelle achetée en magasin que ses cousins ont toujours apportée. Et elle a invité son peuple, des gens qui l'avaient vu, l'avaient entendu, tenaient son cœur doucement. Son professeur préféré, Monsieur Lionel, est venu tôt, portant un livre sur les galaxies et une couronne de papier avec du papier de construction. Il lui a dit qu'elle était une constellation. Na, notre voisin avec la tresse en argent et les mains des patients, a apporté un plateau de biscuits au citron et a serré Mira dans ses bras comme si elle était une nièce. Jordan, mon collègue, s'est présenté dans un sweat à capuche recouvert de personnages de dessins animés, à la grande joie de Mira, et a aidé à mettre en place les chaises pliantes. Il n'y avait pas de discours poli, pas de sac cadeau conçu pour impressionner, juste des rires et des danses maladroites et le son des enfants étant des enfants. Gratuit, bruyant, joyeux. Mira a tourné dans la cour avec un streamer dans une main et un glaçage sur sa joue. Elle n'a pas demandé la permission de rire. Elle n'a pas regardé par-dessus son épaule pour voir si quelqu'un la jugeait. À un moment donné, elle a tiré sur ma manche et a chuchoté, cela a l'impression que le ciel s'est découragé juste pour moi. Et je l'ai cru. Nous avons grillé des hot-dogs et distribué des assiettes en papier et laissé le jus se répandre sans panique. Lorsque le vent a renversé une tasse, Mira a gloussé et a dit, pas grave et a continué à bouger. Ce moment, ce réflexe pour pardonner le gâchis ressemblait à la victoire. Non pas parce que c'était dramatique, mais parce que ce n'était pas le cas. C'était normal. Enfin, Sabrina n'a pas appelé. Clarissa n'a pas envoyé de SMS. Personne de cette maison n'a envoyé une carte, un cadeau ou un message. Et je ne l'ai pas manqué. Mira non plus. L'absence ne ressemblait pas à une perte. C'était comme une clarté, comme si nous avions finalement creusé une vie qui ne nécessitait pas d'excuses. Après le départ de tout le monde, nous nous sommes assis dans l'arrière-cour entourés de papier d'emballage et de glaçage fondu. Mira a tenu son nouveau carnet de croquis sur ses genoux, feuilletant les pages vierges comme s'ils étaient magiques. Elle pencha la tête contre mon bras. « Pensez-vous qu'ils sont fous ?» elle a demandé. Je n'ai pas fait semblant de mal comprendre. Probablement, dis-je. Elle était silencieuse pendant un moment. Bien. Je me suis tourné vers elle surprise. Elle haussa les épaules parce que si elles sont folles, cela signifie qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. 6 ans et comprenant déjà quelque chose que de nombreux adultes ne font jamais. Cette colère contre les autres ne fait que confirmer que vous avez finalement choisi vous-même. Tu as raison, dis-je. Elle sourit. Je sais. Cette nuit-là, je l'ai glissée sous la couverture, n'a a crocheté pour elle et je me suis assis à côté de son lit un peu plus longtemps que d'habitude. Elle regarda le plafond, des doigts attachés sur sa poitrine. Papa. Ouais, bébé. Je suis content que nous sommes partis. Je suis content que ce soit juste nous. J'ai senti que les mots s'installaient profondément comme des racines trouvant enfin de l'eau. Pas de fanfare, juste la vérité. Moi aussi. Parce qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait pas d'enseigner à quelqu'un une leçon ou de les forcer à changer. Il ne le ferait pas. Il ne pouvait pas. Ils continueraient à faire tourner leur histoire, en disant aux gens que je réagissais de manière excessive, que j'étais trop sensible, trop fier, trop distant. Mais leurs paroles ne nous ont plus atteintes.
Nous étions maintenant sur un sol différent. Je suis retourné à la cuisine où le dernier des ballons s'affaissa contre le plafond. J'ai nettoyé tranquillement chaque assiette et je me rappelle que quelque chose de nouveau avait pris racine. Quelque chose de non poli et imprévu, mais enfin réel. Et en essuyant le comptoir, j'ai réalisé à quoi tout cela se résumait. Je n'ai pas simplement annulé les paiements. J'ai terminé un motif. J'ai arrêté l'enseignement des petites cruautés déguisées en ordre. J'ai arrêté l'héritage du silence, de tolérer le manque de respect car il est venu sous la forme de dîners familiaux et de sourires vides. J'ai choisi mes rats pleinement, férocement, sans compromis. Et elle, courageuse, idiote, Tinder Mirror avait fleuri dans ce choix. C'était la meilleure vengeance. Pas une forclusion, pas une maison vendue, pas les messages vocaux et les chats de groupe et les histoires réécrites. La meilleure vengeance était une petite fille qui a dansé pieds nus dans sa propre arrière-cour.